Il y a des choses qui se passent dans une famille que personne à l'extérieur ne pourrait croire. Ça semble exagéré, ça ressemble à un drame, mais quand on vit ça, on réalise que certaines blessures, causées par ceux qui sont les plus proches, font plus mal que n'importe quel conflit avec un étranger. Quand quelqu'un de l'extérieur vous blesse, vous pouvez couper les ponts. Mais quand c'est quelqu'un de votre propre maison, ou fuir. J'ai grandi en pensant que tout allait bien, que c'était normal, que c'était à moi de faire plus d'efforts pour plaire. Et pendant des années, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout fait pour plaire, pour comprendre les autres. Mais à un moment, on se fatigue. Je m'appelle Dominique, j'ai 30 ans, et je vis dans une petite ville de l'ouest de la France, à Laval. J'ai 4 frères et sœurs. Aline, l'aînée, puis Paul, moi, Lucie, et enfin Maxime, le Benjamin. Notre famille a toujours été proche, du moins en apparence. Les déjeuners du dimanche, les anniversaires, les jolies photos sur les réseaux sociaux. Mais la réalité était tout autre. Mes parents ont toujours mis Aline sur un piédestal. Elle était la plus intelligente, la plus belle, la plus parfaite à leurs yeux. Quand elle réussissait un examen, c'était la fête. Pour son anniversaire, on organisait un grand dîner, avec un gâteau commandé, des cadeaux coûteux, toute la famille réunie. Et le mien, d'anniversaire, un déjeuner rapide, un gâteau tout simple que, bien souvent, j'achetais moi-même. Je n'en ai parlé à personne pendant longtemps, pas même à Lucie, ma sœur la plus proche en âge, parce que je pensais que c'était dans ma tête, que j'exagérais, que si je me taisais, un jour, les choses changeraient. Mais elles n'ont jamais changé. Aline restait la star, et nous, on était juste les autres. Ce qui me faisait le plus mal, c'était d'entendre mes parents justifier ça. Ils disaient qu'Aline était la première, que tout était nouveau avec elle, ou qu'elle faisait toujours tout bien. Et le pire, c'est qu'ils nous reprochèrent d'être jaloux, comme si c'était ça, le problème. L'année dernière, Aline s'est fiancée à un homme nommé Thierry. Je ne l'aime pas beaucoup, mais ce n'est pas l'important. Elle a décidé d'organiser un grand mariage, de ceux qu'on voit dans les magazines, avec une robe longue, un lieu prestigieux, un dîner raffiné en 3 services. Mes parents, qui disaient toujours ne pas avoir d'argent pour aider leurs enfants, se sont soudainement mobilisés. Ils ont payé une partie du buffet, offert la lune de miel, et mon père a même puisé dans ses économies pour s'acheter un nouveau costume. Moi, je me suis tue, encore une fois. Mais au début de cette année, quelque chose m'a fait voir les choses autrement. Je me préparais pour un moment crucial de ma vie. Après des années d'études et de travail acharné, j'allais enfin ouvrir mon propre atelier de couture. C'était un rêve d'enfant, né quand j'avais 12 ans et que ma grand-mère m'apprenait à coudre sur sa vieille machine. J'ai économisé chaque centime, suivi des cours du soir, contracté un petit prêt, et tout était prêt. J'avais prévu une petite inauguration le 25 mars. J'avais fait faire des cartons d'invitation, réservé un espace, commandé des petits fours, engagé une amie pour prendre des photos. Tout était simple, mais préparé avec amour. La même semaine, Aline a annoncé la date définitive de son mariage. J'ai trouvé ça étrange, car elle parlait de se marier en milieu d'année, mais j'ai senti venir le coup, et il est arrivé. Son mariage était prévu pour le 25 mars, le même jour que mon inauguration. J'ai été pétrifiée. Sans réaction. J'ai pensé, ce doit être une coïncidence. Je l'ai appelée, lui ai demandé si elle était sûre de la date. Elle m'a répondu avec un ton moqueur, « Quoi? Tu vas vraiment faire une petite fête pour ta couture ce jour-là? » Quelle drôle de coïncidence, non? À cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas une coïncidence. Ça ne l'avait jamais été. C'était un choix. Elle connaissait ma date. Et elle avait décidé de me faire concurrence. Parce que tout devait toujours tourner autour d'elle. Parce que si j'avais un moment important, elle devait accaparer l'attention. Je me suis sentie minuscule, comme si tout ce que j'avais accompli jusque-là ne valait rien. J'ai appelé mes parents, leur ai parlé de cette coïncidence, et je leur ai demandé s'ils viendraient à mon inauguration. Mon père m'a dit qu'il était désolé, mais que le mariage d'Aline était la priorité. Ma mère n'a même pas pris la peine de répondre. Elle m'a juste envoyé un message. On en reparle plus tard. J'ai raccroché et j'ai pleuré. Beaucoup, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de la colère, de la déception, et surtout, de la fatigue, parce que je savais ce qui allait suivre. Je savais qu'Aline aurait tout, encore une fois, que je serais mise de côté, encore une fois, que personne de ma famille ne serait là pour le jour le plus important de ma vie, parce qu'Aline se mariait. Et que pour eux, c'était ça qui comptait. Les jours suivants, je suis restée silencieuse. Mais ce n'était pas le silence de quelqu'un qui accepte. C'était celui de quelqu'un qui observe, qui commence à comprendre tout ce qui s'est passé depuis l'enfance. Ce n'était pas juste une question de mariage ou d'inauguration, c'était toute une vie. J'ai commencé à me souvenir de tout. Des fois où je pleurais parce qu'on ne m'emmenait pas en voyage avec la famille. Des fois où Aline recevait un cadeau coûteux et moi, une bricole, pour ne pas faire de jaloux. Des fois où mes parents me disaient que je devais comprendre, parce qu'Aline était sensible, spéciale. Et moi, j'étais quoi? La semaine de l'inauguration, Lucie est venue chez moi. Elle est arrivée doucement, s'est assise sur le canapé et m'a regardé quelques secondes avant de dire « Dominique,
Je n'irai pas au mariage. J'ai été surprise. Lucie a toujours été discrète. Elle évitait les conflits familiaux. Mais là, elle a parlé avec fermeté. J'ai vu tout ce que tu as traversé. Je ne vais pas faire semblant que tout va bien. Je veux être avec toi. Et j'ai pleuré. Encore. Mais cette fois, ce n'était pas de colère. C'était du soulagement. Pour la première fois, quelqu'un de ma famille me choisissait. Quelques jours plus tard, Paul m'a appelé. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas manquer le mariage, car mes parents l'avaient choisi comme témoin. Mais il voulait passer à l'inauguration le matin, avant d'y aller. Je l'ai remercié, même si au fond, je ressentais une pointe de douleur en sachant qu'il faisait le minimum. C'était toujours plus que mes parents. Eux, ils n'ont plus donné de nouvelles. Pas un appel, pas un message, rien. Le jour de l'inauguration est arrivé, un samedi matin. Je me suis levée tôt, j'ai tout vérifié, je me suis préparée avec soin. J'ai mis une robe bleu clair que j'avais cousue moi-même. J'avais brodé mon nom à l'intérieur de la manche, comme un rappel que tout ça, c'était le fruit de mon travail. Lucie est arrivée à 9 heures, avec un bouquet de fleurs. Simple, mais magnifique. Paul est passé peu après. Il est resté une quarantaine de minutes, a pris quelques photos, m'a serré fort dans ses bras et est parti. Je savais qu'il était partagé. J'ai choisi de ne rien lui reprocher à ce moment-là. Des amis, des voisins, d'anciennes clientes sont venus. Des gens qui me connaissaient depuis l'époque où je cousais dans le salon de ma grand-mère. Ils m'ont enlacé, félicité. On dit qu'ils étaient heureux pour moi. Chaque mot me donnait de la force. Chaque sourire me rappelait que, même sans ma famille, je n'étais pas seule. Lucie est restée toute la journée. Elle m'a aidée, a pris des photos, distribué des petits fours, m'a fait rire. À la fin de l'après-midi, quand je me suis assise pour me reposer, elle s'est approchée et m'a dit « Tu as vu, hein? Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est plus grand que leur mariage. » Ce soir-là, pendant qu'Aline vivait le jour le plus fastueux de sa vie, je vivais le plus important de la mienne. Et peut-être que personne dans ma famille ne le comprendra jamais. Mais moi, je l'ai compris. Et c'est là que j'ai pris une décision. Je ne voulais plus être une figurante dans ma propre histoire. Je ne voulais plus être traitée comme si j'étais moi. Et surtout, je ne voulais plus appeler famille ceux qui ne me cherchent que quand ils ont besoin de moi ou d'un public. Le lendemain matin, Aline m'a envoyé une photo de son mariage. Elle était rayonnante, comme toujours. Avec un texte glacial, « J'espère que ta petite fête s'est bien passée. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas supprimé le message. Je l'ai juste laissé là, comme un rappel. À partir de ce jour, j'ai changé ma façon d'être avec eux tous. Ce n'était pas une dispute, ce n'était pas une vengeance. C'était juste un choix. Le choix de donner de la valeur à ceux qui m'en donnent et d'arrêter de mendier des miettes d'attention. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Mes parents ont appris que je n'avais pas répondu à Aline et ont commencé à dire que j'étais immature, que je devais apprendre à pardonner, que la vie est courte. Mais personne ne s'est excusé. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne n'est venu me voir. Et ça en dit long. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose ou quelqu'un, si elle vous a fait réfléchir à votre propre vie, abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide à continuer à raconter des histoires comme celle-ci. Et laissez un commentaire. Vous êtes-vous déjà senti mis de côté par quelqu'un qui aurait dû vous soutenir? Les semaines suivantes, le silence s'est prolongé. Pas de mon côté, car je m'étais déjà éloignée. Mais du leur. Aucun appel, aucune tentative de rapprochement, pas même un message pour savoir si j'allais bien. On aurait dit que, pour eux, je n'existais plus. Et même si ça faisait mal, ça m'a aussi confortée dans ce que je savais déjà. Ma place dans cette famille dépendait de ma capacité à me taire et à tout accepter. Quand j'ai commencé à me défendre, à dire non, je suis devenue gênante. Et pour eux, être docile était plus important que d'être leur fille, leur sœur, une part de quelque chose. Lucie est restée à mes côtés. On a commencé à se voir plus souvent. Elle dormait chez moi le week-end, m'aidait avec les commandes à l'atelier, et on est devenus de plus en plus proches. Un jour, assise dans la cuisine autour d'un thé, elle m'a confié qu'elle aussi avait ressenti tout ça pendant des années, mais qu'elle n'avait jamais osé en parler. Elle pensait que c'était dans sa tête, qu'elle exagérait, qu'elle était la seule à se sentir invisible. À ce moment-là, j'ai réalisé que le problème n'était pas juste avec moi. C'était un schéma. Aline était toujours la priorité absolue, et nous, on passait après, toujours après. Cette même semaine, Lucie m'a raconté quelque chose qui m'a bouleversée. Elle m'a dit que, le soir de mon inauguration, ma mère avait fait une blague pendant le dîner du mariage. Une de ces blagues qui ne font pas rire, juste mal. D'après Lucie, elle a dit quelque chose comme « Eh bien, au moins aujourd'hui, une seule de mes filles a eu une fin heureuse, non ?» Tout le monde a ri. Même Aline. Mon père n'a rien dit. Il a juste continué à manger. Lucie n'a rien dit sur le moment. Mais elle a quitté la table peu après. Elle ne m'en a pas parlé tout de suite pour ne pas gâcher ce moment si important pour moi. Mais maintenant, avec le recul, elle pensait que je devais savoir. Ça m'a fait mal. Pas à cause de la blague en elle-même, mais parce qu'elle confirmait tout ce que je ressentais. Il pensait vraiment que je ne méritais rien, que mon bonheur était insignifiant, que mes réussites n'étaient que des distractions, des passe-temps. Pour la première fois,
J'ai senti que je n'appartenais pas à cette famille, que je n'étais même pas considérée comme quelqu'un d'important. Et pourtant, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondrée. Parce qu'au fond, je le savais déjà. Je ne voulais simplement pas y croire. À la fin du mois, Paul est revenu me voir. Cette fois, il est venu seul, sans prévenir. Il a frappé à ma porte un mardi soir. Il avait l'air étrange, entre remords et malaise. Je l'ai laissé entrer. Il s'est assis sur le canapé, a trituré son téléphone quelques secondes avant de parler. Il voulait s'excuser. Il savait qu'il avait eu tort de ne pas prendre position plus tôt. Il commençait à voir à quel point la situation avec Aline et nos parents était plus grave qu'il ne le pensait. Il m'a raconté qu'il avait entendu ma mère dire à une cousine qu'Aline était la seule à leur faire honneur. Que les autres, c'était juste des soucis. Ça l'a secoué. Il m'a dit que, pour la première fois, il avait vu la vérité derrière des années de silence. Paul n'est pas bavard d'habitude. Mais ce soir-là, il parlait comme s'il se libérait d'un poids. Il m'a dit qu'il avait toujours voulu maintenir la paix, pensant que c'était ça, être un bon fils. Mais il avait réalisé qu'en faisant ça, il était devenu complice. Il s'est excusé, pas seulement pour avoir manqué mon inauguration, mais pour avoir fermé les yeux si longtemps. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Il a fini en disant que, si je voulais bien, il était prêt à m'aider pour quoi que ce soit, qu'il voulait être dans ma vie, pour de vrai, pas juste pour les apparences. Ça m'a touchée, parce que, contrairement à mes parents, il était là, devant moi, à reconnaître ses erreurs, à essayer de réparer. Et pour moi, ça valait plus que n'importe quel beau discours sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas enlacé tout de suite, mais j'ai fait du café. Et il est resté jusqu'à tard. On a parlé de tout, de l'enfance, de l'école, des fois où Aline était mise en avant et où personne ne voyait de nos efforts. On a ri de certains souvenirs, on s'est ému d'autres, et quand il est parti, je me suis sentie un peu moins seule. La semaine suivante, j'ai commencé à recevoir des messages de membres de la famille dont je n'avais jamais de nouvelles. Des cousins éloignés, des tantes qu'on ne voyait qu'au mariage ou aux enterrements. Tous disaient qu'ils étaient désolés pour la situation, mais que c'est la vie, que les frères et sœurs, c'est comme ça, que chacun a son moment. Ça m'a encore plus convaincue qu'il fallait tracer ma route sans eux. Parce que ceux qui se soucient vraiment n'attendent pas que la douleur devienne un scandale pour se manifester. Ceux qui se soucient appellent le jour de votre joie. Ceux qui se soucient ne riment pas quand on vous met de côté. Depuis, je me suis concentrée sur l'atelier. Les commandes ont augmenté, les clients arrivaient par recommandation, et même une boutique de robes de mariée à Angers m'a contactée pour un partenariat. C'était comme si, en m'éloignant de ce qui me faisait mal, les choses commençaient à avancer. Et à avancer avec légèreté. Avec le temps, l'éloignement est devenu définitif. Pas par une annonce, pas par une dispute ou une scène. J'ai simplement arrêté de me forcer à participer à des choses qui me rendaient mal. S'il y avait un anniversaire où je savais que je me sentirais invisible, je n'y allais pas. S'il y avait un déjeuner du dimanche où personne ne me demanderait comment allait mon travail, je ne venais pas. Et le plus étrange, c'est que personne ne remarquait mon absence. Personne ne demandait où j'étais. Personne ne prenait la peine d'appeler. Comme si j'avais été effacée de l'histoire. Comme si mon absence ne laissait aucun vide. Et là, j'ai compris. Je n'avais jamais été une priorité. Alors mon départ ne changeait rien. Lucie a continué à être là. Avec le temps, elle aussi s'est éloignée des réunions familiales. Elle disait qu'elle ne pouvait plus faire semblant que tout allait bien. Elle, qui a toujours eu un cœur sensible, a commencé à réaliser à quel point elle avait été effacée pendant des années. Elle m'a raconté qu'enfant, elle avait écrit une lettre à notre mère pour lui demander plus d'attention. Une lettre qu'elle avait laissée sur son lit, pliée, avec un dessin de cœur. Notre mère n'a jamais répondu, n'en a jamais parlé, elle l'a juste jetée. Lucie pensait qu'elle ne l'avait pas lue, mais plus tard, elle a entendu notre mère dire à une voisine que l'une des filles était bien trop sensible ces temps-ci. C'est là qu'elle a appris à tout garder pour elle. Avec moi, elle pouvait se confier. Et moi aussi, avec elle. On se soutenait, on faisait des projets ensemble. On prenait soin l'une de l'autre comme de vraies sœurs. C'était la première fois que je me sentais proche de quelqu'un de ma famille sans avoir à jouer un rôle. Et ça me donnait la force d'avancer. L'atelier prospérait. Je me sentais plus confiante. J'ai commencé à accepter des commandes plus importantes. J'ai reçu des invitations à des salons de mode dans la région. Tout allait bien. Et pour la première fois, je n'avais pas envie de partager ça avec mes parents. Pas par fierté, mais parce que j'avais compris que certaines joies n'ont pas besoin de leur validation pour exister. Mais alors, quelque chose m'a bouleversée. J'ai reçu un message de ma grand-mère paternelle, une femme simple, qui vit à la campagne et qui m'a toujours traitée avec beaucoup d'affection. Elle m'a écrit qu'elle était triste de voir l'ambiance dans la famille, qu'elle savait que j'avais mes raisons, mais qu'elle voulait me voir. Elle ne voulait pas prendre parti, juste m'enlacer. Ça m'a touchée. Alors j'y suis allée. J'ai pris la voiture et roulé 40 minutes jusqu'à sa maison. Quand je suis arrivée, elle m'attendait sur la terrasse avec un plateau de sablé au beurre, comme ce qu'elle faisait quand j'étais petite. Elle m'a serré fort dans ses bras. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Tu ne mérites pas ce qu'ils t'ont fait, Dominique. » Je l'ai toujours vu, je l'ai toujours su. Je ne savais juste pas comment le dire. Et j'ai pleuré, en silence, dans ses bras.
C'était comme si, pour la première fois, quelqu'un de plus âgé dans la famille disait ce que j'avais toujours eu besoin d'entendre. On a parlé pendant des heures, elle m'a raconté des histoires de sa jeunesse, ses choix difficiles. Et à la fin, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Certains n'apprennent qu'en perdant, et d'autres préfèrent perdre plutôt que de changer. Je suis rentrée chez moi avec le cœur plus léger, pas parce que tout était résolu, mais parce que, même au milieu de tout ce chaos, il y avait une voix qui me disait que je n'étais pas folle, que je n'étais pas ingrate, dramatique ou jalouse. J'étais juste fatiguée d'être mise de côté. Ça m'a donné encore plus de force pour continuer ce que j'avais commencé, construire ma vie à ma façon, avec ceux qui me valorisent vraiment. Et puis, il s'est passé quelque chose d'inattendu. 1 mois après cette visite chez ma grand-mère, j'ai reçu un message de Thierry, le mari d'Aline. Un message poli, mais direct. Il voulait me rencontrer pour parler. J'ai été surprise. J'ai pensé à tout. J'ai hésité. Mais par curiosité, j'ai accepté. On s'est donné rendez-vous dans un café discret, un mercredi matin. Il est arrivé à l'heure, sérieux, et a commencé en disant qu'il n'était pas là à la demande d'Aline, qu'elle n'était même pas au courant. Il avait entendu des commentaires dans la famille et voulait comprendre ce qui se passait. J'ai trouvé ça étrange au début, mais je l'ai laissé parler. Thierry m'a raconté qu'après le mariage, il avait remarqué des comportements étranges chez Aline. Des remarques blessantes, des moqueries, du mépris pour des petites choses. Il pensait que c'était le stress, mais avec le temps, il a vu que c'était plus profond, que la façon dont elle parlait de moi et de Lucie était toujours teintée de supériorité, que lorsqu'il posait des questions sur le passé, elle minimisait nos histoires, et petit à petit, il a senti que quelque chose clochait, que ce n'était pas juste une question de personnalité, mais de caractère. Je l'écoutais en silence. Je ne m'attendais pas à ça. Il m'a dit qu'il voulait s'excuser pour avoir ri à ce dîner, où il s'était moqué de mon inauguration, qu'il l'avait fait par politesse, mais qu'il s'en voulait, qu'il n'avait pas eu le courage de parler sur le moment, mais que ça le rongeait depuis. Il a ajouté qu'il ne savait pas combien de temps leur mariage tiendrait comme ça, qu'il était perdu, mais qu'il avait besoin d'être honnête avec moi, au moins. Je l'ai remercié pour sa sincérité, mais je lui ai dit que mon problème n'était pas avec lui, et que cette conversation, même si elle éclairait certaines choses, ne changeait pas ce que je ressentais face à tout ce que j'avais vécu. Il a compris. Il a payé les cafés, m'a salué avec respect, et il est parti. Et je suis restée là, à regarder par la fenêtre, à penser que la vérité, parfois, vient d'où on l'attend le moins. Après ce café avec Thierry, j'ai réalisé que la vérité, même bien cachée, finit toujours par se montrer. Et quand elle vient de l'extérieur, elle a un poids différent. J'ai repensé à ce qu'il m'avait dit pendant des jours. Pas que ça changeait ce que je pensais d'Aline ou de ma famille, mais c'était étrange d'entendre quelqu'un de l'extérieur confirmer que tout ça existait, que ce n'était pas dans ma tête, que ce traitement injuste était visible pour quiconque voulait bien regarder. Ça m'a fait arrêter de douter de moi. Je ne ressentais plus de culpabilité. Et maintenant, je n'avais plus d'insécurité non plus. Je savais exactement où j'en étais et où je voulais aller. Avec l'atelier qui marchait bien, j'ai commencé à organiser ma vie autrement. J'ai fait des petites rénovations dans l'espace, engagé une stagiaire d'un lycée technique local et commencé à vendre des pièces en ligne. Petit à petit, mon nom s'est fait connaître. Les clients me recommandaient, des gens que je n'avais jamais vus venaient parce qu'ils avaient vu une publication ou entendu parler de moi. C'était comme si, en m'éloignant de la douleur, j'avais libéré de l'espace pour grandir, et grandir avec légèreté. Lucie s'épanouissait aussi. Elle a commencé une formation en pâtisserie, un vieux rêve. Elle allait à Le Mans 2 fois par semaine, faisait des gâteaux incroyables et les testait avec moi à la maison. On riait, on inventait des noms pour les desserts, et on a même commencé à parler d'ouvrir quelque chose ensemble un jour. Une petite boutique, chaleureuse, où il y aurait des robes et des gâteaux. Un projet à nous, ça peut sembler simple, mais c'était un vrai rêve. Et surtout, c'était né du soutien qu'on s'était donné quand on en avait le plus besoin. Pendant ce temps, mes parents restaient figés. Aucun changement, aucun message sincère. Ils parlaient encore avec Paul, mais ne demandèrent pas de mes nouvelles. Lucie s'est aussi complètement éloignée d'eux, et ce qui avait commencé par du silence s'est transformé en rupture définitive. Ils n'étaient pas prêts à remettre en question ce qu'ils avaient fait, et nous, on n'était plus disposés à attendre des miettes. C'est à ce moment-là que Paul a décidé de parler franchement à nos parents. Il m'a prévenu avant, disant qu'il le faisait pour lui, pas pour moi, et je l'ai soutenu. Le jour de cette discussion, j'étais nerveuse. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Quelques heures plus tard, il m'a envoyé un message disant que la conversation avait été dure, mais nécessaire. Il leur avait tout dit, tout ce qu'il pensait depuis l'enfance. Le favoritisme pour Aline, les injustices envers les autres enfants, la douleur que ça nous avait causée. D'après lui, notre père a essayé de se justifier en disant que la vie est faite de choix difficiles. Notre mère, elle, est restée sur la défensive, disant qu'on exagérait, qu'elle avait toujours fait de son mieux. Mais Paul n'a pas cédé. Il a dit qu'il n'attendait pas un changement immédiat, juste qu'ils sachent que leurs actions nous avaient vraiment éloignés, et que s'ils continuaient à faire comme si de rien n'était, ils finiraient seuls. Cette conversation n'a pas tout changé,
Mais elle a marqué un tournant. C'était la première fois que quelqu'un d'autre que Lucie et moi parlait clairement. J'ai réalisé que ce n'était plus juste ma douleur. C'était quelque chose de collectif. Et même si la réaction de mes parents était décevante, on ne se tairait plus. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel qui m'a laissé sans voix. C'était Aline. Elle ne m'appelle jamais. Alors j'ai décroché sans savoir à quoi m'attendre. Elle a commencé par un « salut » froid, m'a demandé comment j'allais, mais sa voix montrait que ce n'était pas une tentative de rapprochement. Puis elle a lâché « On m'a dit que tu racontais des histoires partout. » Je suis restée silencieuse. Elle a continué « Tu veux vraiment salir le nom de notre famille, juste parce que tu es jalouse ?» À ce moment-là, j'ai compris que rien ne changerait, peu importe ce que je dirais. Elle ne voudrait pas entendre. J'ai respiré profondément et j'ai répondu calmement « Je ne raconte rien. Je dis juste mon histoire. Et si ça te dérange, c'est peut-être parce que tu sais que c'est vrai. » Elle a ri avec mépris et a raccroché. Sans m'insulter, sans crier. Elle a juste raccroché. Et c'était la dernière fois qu'on s'est parlé jusqu'à aujourd'hui. Cet appel a marqué pour moi la fin de toute tentative. Après ça, tout était clair. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je n'avais plus à m'expliquer ni à justifier ma douleur. J'étais en paix. Pour la première fois, je savais qui j'étais, ce que j'avais vécu et ce que je n'acceptais plus. Après ça, la vie a repris son cours, calmement. J'ai commencé à rencontrer de nouvelles personnes, j'ai connu d'autres femmes avec des histoires similaires, j'ai partagé des expériences. L'une d'elles s'appelait Claire. Elle avait été rejetée par sa famille après avoir dénoncé son frère pour vol. On est devenus amies. Lors de nos rencontres mensuelles, chacune partageait un bout de son histoire. C'était un vrai cercle de soutien, sans jugement, sans interruption, sans minimiser la douleur des autres. Et là, entourée de gens qui comprenaient, je me sentais chez moi. Le temps a passé, et avec lui, les vieilles blessures se sont éloignées. Je ne dirais pas qu'elles ont complètement cicatrisé, parce qu'il y a des choses qu'on n'oublie pas, on apprend juste à mieux vivre avec. Mais ce qui a changé, c'est le poids. Avant, penser à ma famille me rendait triste. Maintenant, ça me laissait plus indifférent. Je me souvenais de tout, mais je ne laissais plus ça me consumer. J'étais trop occupée à vivre ma vie, entourée de gens qui tenaient à moi, pour attendre que ceux qui n'avaient jamais été là se manifestent. Lucie allait très bien dans sa formation. Elle recevait déjà des commandes de gâteaux, faisait des tartes sur mesure, et a même commencé à donner des cours pour enfants au centre culturel de la ville. Sa joie me rendait heureuse. Voir ma sœur sourire en construisant quelque chose par elle-même, sans chercher l'approbation de nos parents, me confirmait qu'on avait fait le bon choix en nous éloignant. On n'avait rien perdu. Au contraire, on avait gagné la liberté, la paix et une nouvelle complicité entre nous. Un jour, on organisait un événement à l'atelier, une sorte de journée portes ouvertes, où je présentais de nouvelles pièces et Lucie proposait ses desserts. Quelque chose de modeste, juste pour la communauté locale. Et c'est là que Paul a eu une idée. Il a proposé qu'on organise une petite discussion en fin d'après-midi, avec d'autres femmes de la région qui avaient des histoires similaires. J'ai trouvé ça génial. Et c'est ainsi qu'est né ce qu'on a appelé le jour où l'on parle fort. Au premier rendez-vous, 6 femmes sont venues. Au deuxième, elles étaient 12. Au troisième, 20. Des femmes de tous âges. Certaines ignorées par leur famille, d'autres réduites au silence dans leurs relations, d'autres encore qui avaient tout perdu après avoir dit ce qu'elles pensaient. Elles avaient toutes un point commun, le sentiment de ne pas être entendues. C'était bouleversant d'écouter chaque témoignage. Et en même temps, c'était libérateur de réaliser que ce que j'avais vécu n'était pas une exception. C'était plus courant qu'on ne le pense. On n'en parlait juste pas avant. Lors d'un de ces rendez-vous, une dame nommée Geneviève a raconté qu'elle avait élevé seule 3 enfants après le départ de son mari et que sa fille aînée ne lui avait jamais pardonné d'avoir repris le travail. Elle dit que j'ai choisi le travail plutôt qu'elle. Mais personne ne voit que je voulais juste lui offrir ce que je n'ai pas eu. À ce moment-là, j'ai été émue parce que j'ai compris que parfois, le sentiment d'abandon touche tout le monde et que même en faisant de son mieux, on peut blesser sans le vouloir. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à ma propre attitude aussi. Avec le temps, j'ai réalisé que l'absence de ma mère me pesait plus que je ne l'admettais. Pas parce qu'elle me manquait physiquement, mais parce que je portais encore en moi cette question sans réponse. Pourquoi n'a-t-elle jamais essayé de me comprendre? Pourquoi était-ce si dur pour elle de me voir comme une fille et non comme un problème? C'était des questions sans réponse, mais elle me suivait dans les moments plus calmes. C'est alors que j'ai décidé d'écrire une lettre, pas pour l'envoyer, juste pour moi, une façon de vider tout ce que j'avais accumulé. J'ai écrit sur mon enfance, sur les jours où je m'efforçais d'être remarquée, sur ce que je ressentais quand je voyais ses regards fiers pour Aline et son silence pour moi. J'ai écrit sur la douleur de tout encaisser seule. Et à la fin, j'ai conclu « Je ne t'en veux plus, mais je ne t'attends plus non plus ». J'ai rangé cette lettre dans une petite boîte dans mon placard. Rien que de l'avoir écrite, je me suis sentie soulagée, comme si j'avais ôté un poids de ma poitrine. Et ça m'a permis d'avancer avec encore plus de légèreté. Le même mois, j'ai reçu une proposition de partenariat avec une boutique de vêtements à Nantes.
Il voulait vendre mes créations là-bas. C'était une grande étape. J'ai signé le contrat avec soin, pensé à chaque détail, et j'ai continué. Mon travail me portait loin, et c'était tout ce que j'avais toujours voulu. Quelques semaines plus tard, Claire, l'amie que j'avais rencontrée dans les cercles de soutien, m'a annoncé qu'elle déménageait à Bordeaux. Son mari avait reçu une offre d'emploi, et elle avait décidé de le suivre. J'étais triste, bien sûr, car elle était devenue une amie précieuse. Mais j'étais heureuse pour elle. Avant de partir, elle m'a offert un cadeau. Un livre simple, à la couverture bleue. À l'intérieur, une dédicace. À toi, qui as trouvé de la force là où beaucoup n'ont vu que de la faiblesse. Ne t'arrête jamais de coudre ton histoire. Cette phrase m'a marquée. Parce que c'était exactement ce que je faisais. Coudre mon histoire avec les morceaux qu'il me restait. Les bons, les mauvais, les douleurs et les victoires. Et transformer tout ça en quelque chose de nouveau. Quelque chose à moi. Et maintenant, en regardant tout ce que j'ai construit, je comprends que ce qui semblait être une perte était en réalité un recommencement. Le genre de recommencement qu'on ne planifie pas, mais qui change tout. La vie allait bien. Pour la première fois, j'avais l'impression que tout était à sa place. L'atelier prospérait, Lucie était heureuse, Paul plus proche, et je me sentais en paix avec mes choix. Même avec l'éloignement de la plupart de ma famille, je ne me sentais pas seule. J'avais des gens sincères autour de moi, des gens qui m'écoutaient, me valorisaient, et étaient là, non pas par intérêt, mais par envie. Et ça, pour moi, c'était devenu le plus important. Mais c'est précisément quand tout semblait stable que quelque chose s'est produit. C'était un vendredi après-midi, il pleuvait fort dehors, et je terminais une pièce spéciale qu'une cliente devait récupérer le lendemain. La sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu un choc. C'était ma mère. Avec un parapluie tordu à la main et le visage mouillé. Je ne savais pas si c'était la pluie ou les larmes. Je suis restée figée quelques secondes. Elle a dit « Je peux entrer ?» J'ai hésité, mais je l'ai laissée entrer. Pas par politesse, plutôt par instinct. Une part de moi voulait encore croire que, peut-être, elle était là pour quelque chose de sincère. Elle est entrée, a regardé l'atelier, la maison, et est restée silencieuse un moment. Elle s'est assise sur la chaise la plus proche de la porte, comme si elle ne voulait pas prendre trop de place. Elle semblait nerveuse. Puis elle a dit « Je suis venue m'excuser. Je suis restée debout. » Elle a continué « Je n'ai pas su comment te traiter, et j'ai eu tort avec toi. » Ces mots ne sortaient pas facilement. Elle parlait lentement, comme si elle les avalait un par un. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas été émue. Je suis restée là, à écouter, à attendre la suite. Elle a parlé de certaines choses. Elle a dit qu'elle avait été blessée quand on s'était éloigné, qu'elle trouvait que j'étais ingrate, mais qu'avec le temps, elle avait compris qu'elle n'avait jamais essayé de me comprendre. Elle a dit qu'elle en avait parlé avec mon père, et qu'ils commençaient à voir à quel point leur choix avait éloigné leurs enfants. Elle a parlé d'Aline, qui continuait à se comporter comme avant, et qu'elle-même, maintenant, en voyait les conséquences. Elle a dit qu'elle n'espérait pas que tout redevienne comme avant, mais qu'elle voulait essayer de repartir de zéro. J'ai respiré profondément. La vérité, c'est que si ça s'était passé 1 an plus tôt, j'aurais peut-être pleuré, je me serais émue, je l'aurais enlacée, j'aurais dit que tout allait bien. Mais là, j'étais une autre personne. Je ne voulais pas repartir du point qu'il voulait. Je voulais continuer d'où j'étais. Parce que là, dans ce nouvel endroit, j'avais la paix. Et je savais que retourner en arrière, c'était renoncer à ça. Alors, calmement, je lui ai dit « Maman, je t'écoute. Et je te remercie d'être venue. Mais ce que j'ai vécu ne s'efface pas avec des excuses. Ce sont des années de silence, de mépris, d'absence. Et maintenant, tout a changé. J'ai changé. Et je ne veux pas revenir à ce qui était avant. » Elle est restée silencieuse quelques secondes. Puis elle s'est levée, a ajusté son parapluie et a dit « Je voulais juste que tu saches. » Et elle est partie, sans drame, sans dispute, mais avec une expression qui semblait dire qu'elle comprenait enfin. J'ai fermé la porte et je me suis assise sur le canapé. Mes yeux étaient secs. Mais mon cœur battait fort, pas de colère, plutôt une sorte de soulagement étrange, comme si, après tant d'années, elle avait enfin admis qu'elle avait échoué. Ça ne changeait pas tout, mais ce n'était pas rien non plus. C'était juste un fait, un point que je pouvais ranger et laisser derrière moi. Le week-end, j'ai tout raconté à Lucie. Elle est restée silencieuse un moment, puis m'a dit « Tu as bien fait, il y a des choses qu'on écoute, mais qu'on n'a pas à accepter de nouveau. » J'étais d'accord, parce que c'était exactement ça. J'avais écouté, digéré, compris, mais ça ne voulait pas dire que je devais tout oublier, ni faire semblant que tout était réglé. Ça ne l'était pas, et ça ne le serait peut-être jamais. Mais maintenant, je n'avais plus besoin de cette résolution pour vivre bien. Les mois suivants, la vie a continué paisiblement. Mon père n'a pas essayé de me contacter. Paul était resté fidèle. Aline, comme toujours, faisait comme si rien ne s'était passé. Elle postait des photos de sa vie parfaite, de ses sorties avec son mari, de ses soirées professionnelles. Je regardais de loin, et je ne ressentais rien, ni colère, ni tristesse, ni jalousie. C'était comme regarder une vieille série. On sait qui est le méchant,
Qui est le gentil? Mais on ne s'intéresse plus à l'intrigue. On change de chaîne et on continue. Lucie et moi avons décidé de franchir une nouvelle étape. On a commencé à chercher un espace plus grand pour ouvrir notre boutique. On voulait quelque chose qui nous ressemble. Un lieu chaleureux, beau, avec une odeur de gâteau et une vitrine de robes faites main. On a trouvé une vieille maison dans un quartier animé d'Angers. Le loyer était un peu élevé, mais on a fait des calculs, des ajustements, des plans, et on a signé. On a rénové avec soin, peint les murs ensemble, monté les meubles. Le jour de l'ouverture, il y avait une petite file devant la porte. Pas une foule, mais assez pour remplir nos cœurs. Les clients entraient, essayant des robes, achetaient des gâteaux, faisaient des compliments. C'était notre rêve, là, réalisé. Et à la fin de l'après-midi, quand j'ai fermé la porte et éteint les lumières, Lucie m'a regardée et m'a dit « Tu as vu qu'on est arrivé là sans avoir besoin de ceux qui ont essayé de nous effacer ?» J'ai souri, pas besoin de répondre. Je l'ai juste enlacée et j'ai remercié en silence pour tout. Pour elle, qui était restée à mes côtés. La boutique avec Lucie a été l'une des meilleures décisions qu'on ait prises. L'espace était petit, mais il avait tout ce qu'il fallait. Un coin pour les robes, un autre pour les gâteaux, et une table ronde où on prenait le café avec les clients et les amis. C'était chaleureux. C'était à nous. Avec le temps, la boutique s'est fait connaître. On a fait des flyers, créé un profil simple sur les réseaux sociaux, et petit à petit, plus de monde est venu. Une dame qui a acheté la robe pour le mariage de sa petite fille, une ado qui a choisi un petit gâteau d'anniversaire fait par Lucie, une professeure devenue cliente régulière. Chacune de ces personnes faisait partie de notre nouvelle histoire. Une histoire sans masque, sans apparence, juste avec de la vérité. Et c'est en vivant ce nouveau chapitre que j'ai reçu une lettre par la poste. Ce n'était pas courant, alors j'ai trouvé ça bizarre. L'enveloppe n'avait pas d'expéditeur. À l'intérieur, quelques mots écrits à la main. C'était Daline. Elle ne s'excusait pas, ne reconnaissait rien, mais elle écrivait qu'elle voulait savoir si on pourrait parler un jour. Qu'elle voulait comprendre pourquoi la famille se déchirait. Qu'elle avait la nostalgie des vieux jours. J'ai lu cette lettre 3 fois. À chaque fois, j'ai ressenti la même chose. Elle n'avait rien compris. Les vieux jours dont elle parlait, c'étaient ceux où elle seule brillait. Où les autres devaient se taire pour qu'elle brille encore plus. Et maintenant que chacun avait choisi de vivre sans son poids, elle regrettait? Je n'ai pas répondu, pas par colère, mais parce qu'il n'y avait plus de place. Quand quelqu'un passe sa vie à ignorer votre douleur, une lettre vague ne change rien, et je n'avais plus besoin de ce genre de lien. La boutique, les rencontres, ma nouvelle vie, tout ça me montrait que les vrais liens, c'est quand il y a du respect des deux côtés. Le lien du sang n'excuse pas la négligence. Et s'il fallait m'effacer encore pour être proche, alors je préférais rester loin. Le mois suivant, on a organisé le premier événement officiel de la boutique. Un thé l'après-midi avec une exposition de robes et une dégustation des gâteaux de Lucie. C'était magnifique. Des voisins, des clients sont venus et un petit article a même été publié dans le journal local. Ma grand-mère paternelle était là. Elle est arrivée tôt, a apporté des fleurs et s'est assise devant la vitrine, toute fière. Elle m'a enlacée et m'a dit « Quand je vois tout ça, je vois que tu as gagné. » J'ai souri, mais je l'ai corrigé doucement. On a gagné, parce qu'elle avait été là dans mes pires moments et qu'elle ne m'avait jamais traité comme un second choix. Sa présence valait plus que toute l'approbation que j'avais espérée de ma mère. Après l'événement, j'ai reçu un message de mon père. Court. Il disait juste « Mamie m'a montré les photos. Félicitations pour la boutique. » C'était tout. Mais c'était déjà plus que ce que j'attendais. Je n'ai pas répondu avec effusion. Juste un « merci ». Parce que, malgré tout, il était le seul à avoir eu un moment de reconnaissance. Même tardif, même discret. Il n'y avait plus de rancune, mais pas non plus de désir de rapprochement. Nos vies avaient pris des chemins trop différents. Et chacun construisait ce qu'il pouvait avec les choix qu'il avait faits. Cette même semaine, j'ai reçu une invitation inattendue. La mairie voulait inclure ma boutique dans un circuit d'entrepreneuses de la ville. Il s'agissait de rencontres, d'événements et de salons pour promouvoir les femmes qui avaient lancé leur propre affaire. J'étais émue. C'était une reconnaissance publique, venant d'une communauté qui me connaissait non pas par mon nom de famille, mais par mon travail. Pour moi, ça valait énormément. Je me suis préparée avec soin, j'ai créé de nouvelles pièces, Lucie a inventé des recettes spéciales, et ensemble, on a continué à grandir. Lors de ces rencontres, j'ai fait la connaissance de femmes incroyables. L'une d'elles, Isabelle, m'a raconté qu'elle avait été employée dans la même boutique pendant 20 ans et qu'elle n'avait eu le courage d'ouvrir la sienne qu'après 50 ans. Aujourd'hui, elle vendait des bijoux artisanaux et était plus heureuse que jamais. Une autre, Sophie, s'occupait de sa mère malade tout en vendant des plats faits maison dans le quartier. Toutes avaient des histoires d'effort, de résilience, de silence brisé, et toutes partageaient une immense envie de vivre avec dignité. C'était dans ce genre d'environnement que je voulais être. C'était là que je me sentais vraiment reconnue. Lucie et moi avons commencé à planifier de nouveaux projets. On a pensé à organiser des ateliers mensuels de couture et de pâtisserie, ouverts au public, à des prix accessibles. L'idée était d'aider d'autres femmes à apprendre quelque chose,
à trouver un nouveau départ, comme nous l'avions fait. On a commencé doucement, avec des petits groupes, des mamans avec de jeunes enfants, des retraités, et même une ado timide qui rêvait d'ouvrir une boutique de crochet. C'était beau de voir ça éclore. Et à chaque fois que je voyais quelqu'un créer quelque chose de ses mains, je repensais à moi, à l'époque, cousant en cachette, avec peur de montrer. Ces ateliers m'ont aussi guéri, à leur manière, parce qu'enseigner, c'est se souvenir. Et me souvenir d'où je venais me donnait encore plus de certitude sur où je ne voulais plus jamais retourner. Maintenant, quand on me demandait des nouvelles de ma famille, je ne bloquais plus. Je répondais avec naturel, je me suis éloignée, par amour-propre, sans culpabilité, sans peur. Parce que maintenant, je savais que l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est ce qui reste quand l'amour des autres n'est jamais arrivé. Et ainsi, entre une commande et une autre, entre un gâteau et un autre, entre un câlin et un autre, la vie s'est reconstruite, sans hâte, sans pression, juste avec de la vérité. Et même si le passé existait encore, il ne dictait plus mes jours. Il faisait partie de l'histoire, mais il n'en était plus le centre. Ça faisait presque 1 an qu'on avait ouvert la boutique. Les jours ont passé si vite que parfois, je ne réalisais même pas à quel point tout avait changé. La routine était chargée, mais légère. Chaque semaine apportait une nouvelle commande, une nouvelle histoire, une nouvelle cliente. Certaines venaient sur recommandation, d'autres entraient par hasard et tombaient sous le charme de l'ambiance. Lucie et moi avions appris à partager les tâches. Et notre complicité était si naturelle qu'on aurait dit qu'on était nés pour ça. Ce qui était le plus beau, c'était de voir comment, même sans le dire, les gens ressentaient le soin qu'on mettait dans chaque détail. Un samedi matin, on a reçu une visite inattendue, une journaliste d'une revue locale sur l'entrepreneuriat féminin. Elle avait entendu parler de la boutique lors d'un événement de la mairie et voulait faire un article sur nous. J'étais surprise, mais j'ai tout de suite accepté. Lucie était un peu intimidée, mais elle a fini par dire oui. Ils ont pris des photos, posé des questions sur notre parcours, les défis, les projets à venir. J'ai raconté une partie de l'histoire, sans citer de nom, sans dramatiser, mais en disant clairement que la boutique était née d'une douleur transformée en force. Quand l'article est sorti, on a reçu plein de messages. De clients, de voisins, même de gens d'autres villes. C'était émouvant de voir combien de femmes se reconnaissaient dans ce qu'on avait partagé. L'une d'elles a écrit « Voir que vous avez réussi à repartir de zéro m'a donné le courage de quitter un environnement qui me faisait du mal. Merci de partager. » Ce message m'a fait pleurer. Parce que c'était ça. Ce n'était plus juste une question de robe ou de gâteau. C'était montrer l'exemple. Montrer qu'on peut recommencer, même quand personne ne croit en vous. Et surtout, montrer que la douleur peut devenir quelque chose de beau, d'utile, qui fait une différence. Ce même mois, Lucie a été invitée à exposer ses desserts dans une foire gastronomique à Paris. Une immense réussite. Elle était nerveuse au début, pensant qu'elle ne serait pas à la hauteur. Mais je l'ai poussée à y aller. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas laisser la peur freiner ses pas, et elle y est allée. Elle a passé 3 jours là-bas, rencontré des chefs, noué des contacts, vendu tout ce qu'elle avait apporté. Elle est rentrée épuisée, mais avec une lueur dans les yeux que je n'avais jamais vue. On a fêté ça avec une pizza et du soda, assise par terre dans la boutique, comme si c'était une grande soirée. Et pour nous, ça l'était, parce que c'était vrai. Pendant ce temps, mon père envoyait des messages de temps en temps. Toujours simples, toujours discrets. J'ai vu l'article, bravo, ou mamie m'a parlé de ton atelier, c'est super. Je ne répondais pas avec enthousiasme, mais je ne rejetais pas non plus. Il semblait vouloir maintenir un lien, et je le laissais faire. Sans pression, sans rapprochement forcé, juste une fine ligne de respect qu'il essayait peu à peu de reconstruire. Ma mère, elle, restait silencieuse. Depuis sa visite surprise, plus rien. Ni lettre, ni message. Et honnêtement, je n'attendais plus rien. J'avais accepté qu'elle ne changerait peut-être jamais. Et ce n'était plus à moi d'essayer de réparer ça. Un mercredi après-midi, alors qu'on fermait la boutique, une cliente plus âgée est entrée. Elle a dit que c'était sa première fois, qu'elle regardait juste. Mais peu à peu, elle a commencé à discuter. Elle a raconté qu'elle avait perdu une fille jeune et qu'elle ne s'était plus investie dans quoi que ce soit depuis. Mais ce jour-là, en passant devant la boutique, elle avait eu envie d'entrer. Je l'ai écoutée attentivement. Elle parlait calmement, comme si elle avait besoin de vider son cœur. À la fin, elle a dit « Il y a quelque chose de différent ici. Je ne sais pas l'expliquer. On dirait un endroit où on peut respirer. » Je l'ai remerciée et lui ai offert un thé. Elle est restée un moment, a pris son thé, acheté une part de tarte au citron et est partie avec un petit sourire sincère. Cette phrase m'a marquée, parce que c'était exactement ce qu'on voulait. Un lieu où les gens pouvaient respirer, où ils pouvaient se sentir vus, même sans avoir à parler beaucoup. Et savoir qu'on y arrivait, c'était la plus belle récompense. Plus que l'argent, plus que la reconnaissance publique. C'était ce qui donnait du sens à tout. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une invitation pour parler dans un événement sur les femmes qui entreprennent après des traumatismes familiaux. J'étais surprise. Je ne me voyais pas comme quelqu'un qui ferait des conférences, mais j'ai accepté. Je voulais raconter mon histoire, pas par fierté,
mais pour que d'autres femmes comprennent qu'elles n'étaient pas seules. Le jour de l'événement, je suis montée sur scène, le cœur battant. J'ai regardé le public, j'ai respiré profondément, et j'ai commencé. J'ai raconté mon histoire depuis le début, l'enfance effacée, la préférence pour ma sœur, le silence de mes parents, l'éloignement, mais j'ai aussi parlé du tournant, de l'atelier, de la complicité avec Lucie, des ateliers, de la boutique. Et à la fin, j'ai dit « Aujourd'hui, je ne porte plus le poids de ne pas avoir été la fille préférée. Je porte la fierté d'être devenue la femme que personne n'attendait. Et ça vaut plus que n'importe quelle approbation. » Quand je suis descendue de la scène, plusieurs femmes m'ont enlacée, chacune avec une histoire similaire, les larmes aux yeux, la gratitude dans le regard. Et c'est là que j'ai su que tout en valait la peine. Pas seulement pour ma vie, mais parce qu'en recommençant, j'avais ouvert la voie à d'autres pour recommencer aussi. Et cette chaîne de force et de vérité, c'est ce qui me pousse à continuer, tous les jours. Après cet événement, beaucoup de choses ont changé en moi. Pas une transformation, mais une compréhension. Je pouvais enfin regarder tout ce que j'avais vécu avec clarté, sans rancune, sans désir de vengeance, sans tristesse profonde. Ce qui restait, c'était une paix qu'on ne trouve que lorsqu'on accepte que tout ne sera pas réparé. Et que malgré ça, la vie peut être belle. La boutique prospérait. Lucie avait une liste d'attente pour ses commandes de fête. Et moi, je recevais des demandes de robes pour des remises de diplômes, des mariages, des baptêmes, tout fait avec soin et minutie. C'était un travail fatigant, mais gratifiant. Et chaque client repartait avec un sourire qui valait plus que n'importe quel trophée. Notre espace est devenu un lieu de rencontre. Parfois, les gens ne venaient même pas acheter. Ils venaient en discuter, prendre un thé, participer aux ateliers. Ça me rendait fière. On avait créé un endroit où les gens se sentaient bien. Et savoir que tout ça était né après tant de rejet familial rendait les choses encore plus symboliques. C'était comme si la vie nous avait donné une nouvelle chance. Et cette fois, on avait su la saisir. Ma grand-mère restait présente. Elle ne manquait aucune inauguration, aucun atelier, aucune après-midi de gâteau. Et elle faisait toujours un point d'honneur à me dire qu'elle était fière. Parfois, je la regardais et je me demandais comment aurait été ma vie si, dès le début, j'avais eu ce genre de soutien. Peut-être que j'aurais moins souffert. Peut-être que j'aurais accompli plus tôt. Mais j'ai aussi compris que le bon moment n'est pas toujours celui qu'on voudrait. Parfois, il faut traverser des choses qu'on ne comprend pas sur le coup pour trouver un chemin qui a vraiment du sens. Paul continuait son chemin, travaillant comme plombier et faisant des petits chantiers dans la ville. Il était plus léger, plus en paix. Nos rencontres étaient maintenant remplies de blagues complices, de souvenirs heureux et de projets pour l'avenir. Un jour, il m'a dit « T'es pas juste ma sœur, t'es mon exemple ». Ça m'a émue. Parce que pendant longtemps, je pensais que je n'étais rien. Et aujourd'hui, savoir que j'inspire quelqu'un que j'admire autant me donne encore plus de force. Aline restait loin. Depuis sa lettre, plus aucun contact. Je ne sais pas comment va sa vie. Je sais juste que, de temps en temps, quelqu'un mentionne quelque chose. Mais je n'ai pas de curiosité. Je n'ai pas envie de savoir, parce que j'ai compris que tout savoir sur la vie des autres ne veut pas dire qu'on y participe. Et la vérité, c'est qu'il y a des gens qui n'ont leur place dans notre vie que s'ils apportent quelque chose de positif. Et sinon, mieux vaut qu'ils ne soient pas là, Pentagon. Ma mère, elle, est restée au même point. Elle continue de poster des photos avec des légendes inspirantes, d'envoyer des messages vides pour les occasions spéciales. Pour mon anniversaire, elle m'a écrit « Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse ». J'ai répondu un simple « Merci », sans discussion, sans émotion. Pas parce que je garde de la rancune, mais parce que j'ai appris qu'il faut mettre des limites, même avec sa propre mère. Surtout si ça fait mal depuis si longtemps. Ce qui m'a surprise, c'est mon père. Petit à petit, il a essayé de se rapprocher, sans forcer, mais avec un intérêt sincère. Un jour, il m'a invité à déjeuner. Juste nous deux. J'ai accepté. Et pendant le déjeuner, il m'a raconté des choses que je n'aurais jamais imaginé entendre. Il a dit qu'il regrettait de ne pas avoir agi autrement, qu'il savait qu'il avait échoué avec moi et mes frères et sœurs, qu'il voyait maintenant tout ce qu'il avait ignoré, et que, même s'il ne pouvait pas changer le passé, il voulait améliorer ce qu'il restait de l'avenir. Il était plus vieux, plus fatigué, avec un regard plus doux, et je l'ai cru. Ça n'effaçait pas tout. Mais entendre ça, c'était déjà un grand pas. Et j'étais prête à accepter ce pas tant qu'il était sincère. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec sérénité. Je pense à la petite fille qui cousait en cachette dans sa chambre, cherchant à attirer l'attention d'une mère qui ne voyait rien. Je pense à l'adolescente oubliée le jour de son anniversaire, à la femme à qui sa propre sœur a dit que son travail ne méritait pas d'être célébré. Et pourtant, elle a continué. Elle a continué sans savoir si ça marcherait, mais avec une certitude au fond d'elle. Je ne voulais plus me sentir petite pour rentrer dans les cases que ma famille me proposait. Maintenant, j'ai ma place. Mon travail, mes amis, ma sœur Lucie, mon frère Paul, ma grand-mère, mon père, mon fils, mon réseau de soutien. J'ai des clientes qui sont devenues des partenaires. J'ai des histoires qui ont croisé ma vie et laissé des traces positives. Et j'ai moi-même, avec fierté. Ce qui faisait mal avant
est maintenant une leçon. Ce qui me brisait est maintenant une force. Et souviens-toi toujours, parfois, on ne reçoit pas l'amour qu'on mérite d'où on l'espérait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne mérite pas d'amour, ça veut juste dire qu'il arrivera autrement. Et quand il arrivera, il aura tout son sens.